Dans un futur lointain, le monde tournait autour des donjons, car des portails d'origine inconnue étaient soudainement apparus partout sur le globe. Au-delà de ces portails se trouvent des territoires inconnus, et à l'intérieur des donjons, des pièges entravent les déplacements. De plus, on y trouve des monstres et des objets mystérieux. Des choses comme des élixirs capables de guérir n'importe quelle blessure, des cornes de dragon plus dures que le diamant, et ceux qui parviennent à obtenir ces objets finissent par devenir riches. C'est pourquoi les gens ont commencé à s'éveiller à des métiers. Ce groupe de personnes a vu ses capacités physiques s'améliorer, et ils maîtrisaient des compétences. En même temps, ceux qui revenaient avec le butin trouvé dans les donjons étaient appelés des chasseurs. Finalement, cela a donné naissance à une économie centrée sur les donjons et une méritocratie agressive. En gros, quiconque s'éveillait à un métier de haut rang obtenait automatiquement un statut élevé et le respect. Il n'y avait aucune discrimination, car les décrocheurs scolaires ou ceux issus de milieux défavorisés, comme notre héros, Ninomiya Tsukasa, pouvaient tous prétendre à une vie nouvelle une fois qu'ils s'éveillaient à un métier de haut rang. Il s'avère que Ninomiya a pu s'éveiller au métier de maître des pièges de rang S, qui permet de contrôler les pièges dans les donjons. En gros, les donjons sont remplis de pièges, et quiconque peut contrôler les pièges contrôle automatiquement le donjon. Ninomiya était excité et heureux quand il s'est éveillé à ce métier il y a 2 ans, car c'était censé être le plus beau jour de sa vie misérable. Après s'être éveillé à son métier de rang S, il s'est présenté à l'examen d'évaluation des chasseurs pour tenter d'obtenir sa licence. Un mannequin est placé devant lui, et il est censé le détruire pour démontrer ses compétences. Ninomiya tend avidement la main et essaie d'activer un piège, mais à sa grande surprise, rien ne se passe. Ninomiya est perplexe, mais il décide d'essayer une fois de plus, pensant qu'il y a dû y avoir un bug. Il réessaie, mais rien ne se passe, laissant l'examinateur et les autres candidats le regarder comme s'il était un excentrique. L'examinateur lui demande ce qu'il fait, et il tente de lui expliquer que son pouvoir ne fonctionne peut-être qu'à l'intérieur des donjons où il y a des pièges actifs. L'examinateur refuse de croire Ninomiya, affirmant qu'il est un imposteur qui a falsifié son rang parce que c'est un type délirant. Ninomiya crie sur l'examinateur, lui disant que son métier indiquait bien qu'il était de rang S, mais au final, il ne peut qu'essayer de convaincre l'homme, car personne d'autre ne peut voir la fenêtre de statut d'une autre personne. Désespéré de prouver sa valeur, il demande à l'examinateur de tester ses capacités dans un donjon pour qu'il en ait le cœur net. L'examinateur répond que les donjons sont assez dangereux et que l'entrée n'est pas autorisée sans preuve de puissance de combat. C'est essentiellement la raison pour laquelle la licence de chasseur est nécessaire. Ninomiya demande alors à l'examinateur ce qu'il est censé faire, et l'examinateur répond que l'exploration de donjons n'est pas le seul métier disponible. À cause de cela, Ninomiya a échoué dans sa quête pour devenir un chasseur, et il a fini par servir de punching ball pour les chasseurs pendant leur séance d'entraînement. Ninomiya fait face à d'extrêmes difficultés à cause de son incapacité à devenir chasseur, et l'un des chasseurs qu'il utilise comme punching ball est un de ses anciens camarades de classe, maintenant chasseur. Le nom du type est Azanuma, et il passe toujours ses frustrations de donjon sur Ninomiya sous prétexte de l'entraîner. Azanuma ne croit pas que Ninomiya soit de rang S, et chaque fois que Ninomiya essaie de clarifier la situation, il se fait simplement rouer de coups. Après l'une des séances d'entraînement, Ninomiya rappelle à Azanuma la promesse qu'il lui a faite. Apparemment, Azanuma lui avait promis d'obtenir un permis d'escorte, nécessaire pour que les non-chasseurs entrent dans les donjons, s'il parvenait à endurer ses coups. Azanuma est choqué de voir à quel point Ninomiya est désespéré, et il lui dit qu'il a un dernier test pour lui. Il sort un permis avec sa signature dessus, mais fait savoir à Ninomiya qu'il y a un prix à payer. Il lui assure que le permis sera à lui s'il peut endurer ses attaques et celles des chasseurs plus expérimentés dans la pièce. Il s'avère que tous les chasseurs que Azanuma a amenés sont les mêmes types qui harcelaient Ninomiya à l'école. Bien que tout cela soit dangereux, Ninomiya n'a d'autre choix que d'accepter, car il est désespéré d'entrer dans le donjon. Il finit par se faire tabasser et malmener par Azanuma et ses amis, mais il reste fort dans l'espoir d'obtenir le permis. Finalement, Azanuma déchire le permis, disant à Ninomiya qu'il ne peut pas le laisser partir juste parce qu'il avait de l'espoir. Azanuma révèle alors son intention d'écraser le peu d'espoir qu'il reste à Ninomiya. Enragé, Ninomiya essaie d'attraper Azanuma, mais ce dernier sort un couteau grâce à sa compétence et poignarde Ninomiya à la main. Azanuma et ses sbires finissent par s'en aller en se moquant de Ninomiya, le pressant d'abandonner son rêve de devenir chasseur. Ninomiya réalise enfin que Azanuma lui a menti. Apparemment, les permis d'escorte peuvent être accordés par des sponsors, mais les civils n'apportent rien dans les donjons, et toute blessure ou décès devient la responsabilité du sponsor. C'est considéré comme une voie non rentable, ce qui signifie qu'elle n'est pas accessible à moins qu'un milliardaire ne décide de payer des frais absurdes juste pour le plaisir. Même si Ninomiya est conscient que Azanuma ne tiendrait pas sa promesse, il devait continuer à espérer, car s'il avait la moindre chance d'entrer dans un donjon, tout changerait pour le mieux. Ninomiya rentre chez lui, pensant à tout ça, quand tout autour de lui commence à partir en vrille. Ninomiya est abasourdi, et en un rien de temps, un portail apparaît, causant encore plus de destruction. À ce moment-là, l'association des chasseurs émet une alerte d'urgence, révélant qu'une rupture de donjon mondial a eu lieu. Dans un retournement de situation surprenant,
le monde entier semble s'être transformé en un donjon où des monstres grouillent et les humains courent dans tous les sens pour ne pas mourir. Ninomiya panique d'abord, mais il réalise soudain que le destin vient peut-être de lui sourire, car sa compétence ne fonctionne bien que dans les donjons, et l'environnement idéal pour l'utiliser lui a été offert. Ninomiya ne perd pas de temps et utilise sa compétence, activant le scan de pièges pour déterminer l'emplacement de tous les pièges dans la zone. Comme prévu, il parvient à localiser tous leurs emplacements, et la joie de Ninomiya est sans limite. Il est heureux que ses prières aient enfin été exaucées et que ses pouvoirs n'étaient finalement pas faux. Grâce à cela, il peut enfin devenir le chasseur qu'il a tant désiré être. Bien que les pièges soient créés pour frustrer les chasseurs dans le donjon, Ninomiya n'a aucun problème car il connaît l'emplacement de tous les pièges. Ninomiya cartographie les pièges quand il se retourne et voit un monstre en armure poursuivre une mère et son enfant. Il ramasse alors une barre, confiant qu'il peut enfin vaincre le monstre grâce à sa compétence de maître des pièges. Les deux tentent de s'échapper quand le fils trébuche et tombe, séparant finalement la mère et le fils. Le monstre a une belle occasion de s'en prendre au garçon, et juste au moment où il s'apprête à l'écraser, Ninomiya saute pour bloquer l'épée avec sa barre. Ninomiya est excité par la situation et dit au monstre qu'il a déjà un piège en place pour le tuer. Le monstre essaie de décapiter Ninomiya, mais il esquive et change de position. Il lance alors la barre sur le monstre, mais il le manque. Le monstre se moque de lui pour avoir raté un lancer aussi facile, mais à son insu, c'est un coup monté. À son insu, il y a un piège juste derrière lui, et en y jetant la barre, Ninomiya l'a activé. Le piège s'active, et il s'avère être un pendule à hache de fer. C'est un pendule qui manie une hache de fer, et il attaque la proie dans son champ d'action. Avant que le monstre n'ait la chance de bouger, le pendule l'écrase à mort. Ninomiya est excité en voyant cela, car il a enfin trouvé un moyen de combattre les monstres et de les vaincre en utilisant des pièges. Grâce à Ninomiya qui a tué le monstre, le petit garçon retrouve sa mère. Quelques secondes plus tard, une horde de monstres en armure apparaît, et comme Ninomiya ne peut pas tous les affronter en même temps, il pense à utiliser sa compétence. Au moment où les monstres se précipitent vers lui, il utilise sa compétence d'activation de piège, et un rocher apparaît d'en haut, écrasant les monstres en dessous. Apparemment, la compétence d'activation de piège lui permet d'activer les pièges sans les toucher, mais cela consomme de la puissance magique. Parce qu'il a vaincu les monstres avec succès, Ninomiya a gagné un niveau. Il a aussi compris que plus il progresse, plus il peut apprendre de compétences. Il est ravi de découvrir cela, car il a enfin l'occasion d'utiliser son métier de rang S à son plein potentiel. À ce moment, un groupe de personnes qui ont vu Ninomiya vaincre les monstres est sorti de sa cachette. Ils louent le courage de Ninomiya, le croyant être un chasseur expérimenté. Ils lui demandent où ils doivent aller, et Ninomiya avoue la vérité, révélant qu'il n'est pas un chasseur officiel, mais qu'il peut leur trouver une zone sûre. En gros, il y a toujours une zone sûre dans un donjon où il n'y a pas de piège et aucune crainte d'être attaqué par des monstres. Cependant, le problème est de localiser l'emplacement de la zone sûre. Les civils lui rappellent que c'est toujours un problème, car une équipe qualifiée est généralement envoyée pour trouver une zone sûre. Cependant, Ninomiya leur demande de ne pas s'inquiéter, car ce n'est pas un problème pour lui. Ninomiya pose alors sa main sur le sol pour activer la compétence de scan de piège, qui l'aidera à détecter l'emplacement des pièges. En utilisant cela, il peut localiser les zones où il n'y a aucun piège, ce qui signifie que c'est une zone sûre. Ninomiya parvient à la détecter et dit au groupe de le suivre, car ils doivent se rendre au parc Higashikawa. N'ayant personne d'autre en qui avoir confiance, le groupe se précipite derrière Ninomiya, et il les conduit en toute sécurité vers la zone sûre, où il n'y a absolument aucun monstre. Ils sautent de joie car ils sont enfin sauvés, et la femme et son fils de tout à l'heure remercient Ninomiya, car sans lui, ils seraient morts. À ce moment-là, Ninomiya sort en courant de la zone sûre pour retourner dans la zone de danger. Grâce à sa compétence, il comprend qu'un endroit où les pièges sont concentrés signifie automatiquement que quelque chose de bien s'y cache. Alors qu'il court vers la dite zone, il se demande ce qui pourrait y être caché. Il imagine que cela pourrait être un puissant objet caché, qui lui serait d'une grande utilité s'il pouvait mettre la main dessus. Ninomiya est proche de sa destination quand il entend soudain une voix familière derrière lui. Ninomiya se retourne, et la peur l'envahit quand il réalise qu'il vient d'être retrouvé par le redoutable Azanuma. Azanuma remarque la peur de Ninomiya et lui demande s'il évite aussi les monstres, tout comme lui, ce qui expliquerait pourquoi il s'est retrouvé dans un endroit sans monstres. Sans prévenir, Azanuma fonce sur Ninomiya, la barre à la main, prêt à lui fracasser le crâne. Ninomiya parvient à esquiver le premier coup et hurle, demandant à Azanuma ce qu'il fait. Il lui rappelle qu'ils sont actuellement dans une situation d'urgence et que ce n'est pas le moment de se battre. Azanuma répond alors qu'il s'en fiche, car le monde est déjà parti en vrille, ce qui signifie que c'est maintenant la loi du plus fort. Azanuma mentionne qu'il est maintenant libre de tuer quiconque l'énerve, car ceux qui ont le pouvoir dirigent le monde. Dans sa philosophie délirante, Azanuma révèle qu'il est curieux de voir si tuer des humains augmentera son niveau. Sans aucun doute, Ninomiya voit bien que Azanuma est devenu fou. De plus, il remarque que ses derniers mouvements sont étranges, car il semble que Azanuma esquivait les pièges de la zone comme s'il pouvait les voir. Azanuma se rend vite compte que Ninomiya est perplexe, et il décide de lui révéler son petit secret.
Azanuma sort un appareil, un détecteur de pièges, révélant que c'est ce qui l'a aidé. En gros, le détecteur de pièges n'est pas aussi précis que le scan de pièges de Ninomiya, mais il aide à détecter les pièges dans les environs. De plus, celui que Azanuma tient est un modèle cher, ce qui amène Ninomiya à se demander où Azanuma l'a trouvé, étant un chasseur de Baran. Azanuma continue de se vanter, révélant qu'il vient juste d'obtenir l'objet. Apparemment, il l'a pillé dans une boutique d'équipement pour chasseurs en ville quand tout ce bazar a commencé. Azanuma croit qu'avec le détecteur de pièges, il est pratiquement invincible puisqu'il connaît l'emplacement de chaque piège dans la zone. Puisque Ninomiya se retrouve dans cette situation, il comprend que la seule façon de vaincre Azanuma est de le prendre par surprise avec une compétence d'activation forcée. Il semble qu'il y ait un piège au-dessus de sa tête, et Ninomiya utilise sa compétence pour l'activer. Une volée de barres d'acier apparaît d'Eno et s'écrase sur Azanuma. Azanuma tombe à genoux, et Ninomiya sourit, croyant qu'il a réussi. Soudain, il voit Azanuma se relever sans la moindre blessure. Azanuma rit d'un air mauvais, réalisant que Ninomiya ne mentait pas sur le fait d'être un maître des pièges. Ninomiya ne croit pas ses yeux quand il remarque une étincelle dans le dos d'Azanuma, ce qui indique que Azanuma possède une garde invincible. La garde invincible est un dispositif spécial qui déploie une barrière autour du corps du chasseur, ce qui en fait une barrière défensive qui protège l'utilisateur. Avec ce type d'appareil, il est possible de parer plusieurs fois des attaques mortelles. Azanuma continue de rire, rappelant à Ninomiya qu'il a pillé une boutique d'équipement pendant le chaos, ce qui lui a permis de mettre la main sur le détecteur de pièges et la garde invincible. Azanuma déclare qu'avec ces deux appareils, il a enfin une chance de rejoindre les rangs des chasseurs de haut niveau. Avant que Ninomiya ne comprenne ce qui se passe, Azanuma fonce sur lui et lui donne un coup de pied dans le ventre. Ninomiya s'écrase au sol de douleur, et Azanuma ramasse une barre pour le frapper. Il rit comme un fou en frappant Ninomiya, déclarant que c'est le début de sa légende. Azanuma est furieux de ne pas avoir été bien traité par l'association parce qu'il est un chasseur de randé. Il voulait une chance d'entrer dans un donjon de haut niveau pour montrer ce dont il était capable, mais il n'a pas eu l'occasion, et tout cela le met vraiment en colère. Comme la fois précédente, il déverse sa colère sur Ninomiya, et Ninomiya comprend que s'il ne fait rien rapidement, il va se faire démolir. Pour se défendre, Ninomiya active frénétiquement un piège, mais cela n'affecte pas Azanuma, grâce à l'aide de l'appareil. Cependant, Ninomiya continue de courir tout en déclenchant d'autres pièges pour tenter d'échapper à Azanuma. À un moment donné, Ninomiya réalise que tout ce qu'il fait est inutile car Azanuma peut clairement voir à travers ses attaques, grâce au détecteur de pièges. Pour aggraver les choses, porter un coup à Azanuma ne changerait rien puisqu'il a la garde invisible pour le protéger. Sur ce, Ninomiya en arrive à la triste conclusion qu'il est à court de solutions. Soudain, il reçoit une notification de changement de statut sur sa fenêtre de statut. Le système l'informe qu'il a acquis une nouvelle compétence parce qu'il a atteint une maîtrise suffisante. Ninomiya a compris qu'il a pu obtenir cette nouvelle compétence parce qu'il a utilisé la même technique à plusieurs reprises. Il dévoile alors la nouvelle compétence, qui s'avère être la création de pièges. C'est une compétence qui consomme de la puissance magique mais qui aide à générer de nouveaux pièges. Avec cela, Ninomiya croit qu'il a une chance de se battre contre Azanuma. Ninomiya ne perd pas de temps et se met dans la position idéale pour utiliser sa nouvelle compétence, et Azanuma est furieux que Ninomiya se tienne dans une position étrange. Ninomiya répond alors qu'il est sur le point de lui montrer la puissance de sa compétence. Ninomiya active la nouvelle compétence, et de nulle part, une énorme bûche apparaît devant Azanuma. La peur le saisit alors qu'il se demande d'où vient ce piège. Sans avoir le temps de réagir, la bûche le frappe de plein fouet, le projetant en arrière. Ninomiya arbore un large sourire car sa nouvelle compétence a bien fonctionné. Il est heureux qu'avec cette compétence, il puisse maintenant gagner le combat. Il décide d'activer le piège une fois de plus, et quand Azanuma voit cela, il hurle de peur. Il commence à se demander comment un déchet comme Ninomiya peut créer des pièges à partir de rien. Ninomiya s'approche alors de lui disant qu'il n'est pas comme lui car il est un maître des pièges de rang S. Pour prouver davantage qu'il est bien au-dessus du niveau des Azanuma, Ninomiya active à nouveau la compétence, et quelque chose tombe d'Eno. Azanuma se protège la tête de peur, mais quand l'objet atterrit sur le sol, il s'avère que c'est un seau, et il ne fait pratiquement aucun dégât. Azanuma est choqué en voyant cela, mais Ninomiya comprend rapidement que son niveau de puissance actuel limite ce qu'il peut créer. S'il vise à créer des attaques à grande échelle, il aurait besoin de beaucoup de puissance magique. Comme prévu, Azanuma a commencé à se moquer de Ninomiya, lui demandant si le seau était la chose la plus importante qu'il pouvait créer avec sa compétence de merde. Puisque c'est le cas, Azanuma croit qu'il n'a rien à craindre, mais Ninomiya répond en lui disant que le seau n'était qu'une diversion. Ninomiya lui dit alors de regarder ce qui se trouve autour de ses pieds, et c'est là que Azanuma réalise que Ninomiya l'a piégé pour le faire tomber dans un piège qui était déjà là. Avant que Azanuma ne s'en rende compte, une scie circulaire surgit du sol et fonce droit sur lui. Il hurle de peur, mais grâce à la garde autour de son corps, la scie n'arrive pas à pénétrer. Azanuma change immédiatement de position, mais avant qu'il puisse se reposer, un autre piège surgit de derrière. Un mur d'aiguilles fonce droit sur Azanuma, le forçant à se mettre à courir partout.
Avant qu'il ne s'en rende compte, il est de nouveau tombé dans un autre piège. Cela le force à courir dans tous les sens en réalisant que sa garde invisible se brisera bientôt s'il continue de tomber dans des pièges. Juste au moment où Azunama pense être en sécurité, un piège apparaît d'Enno, qui s'avère être la foudre. Cela frappe Azunama, et en un rien de temps, il réalise qu'il a atteint sa limite. Il comprend qu'un coup de plus l'achèvera. Il n'a pas fini de penser à cela qu'il réalise qu'il se trouve dans un autre piège. Cette fois-ci, c'est une chaîne incassable, et elle saisit immédiatement Azunama. Azunama étant immobilisé, Ninomiya s'approche de lui et lui dit que la pièce contient un combo de pièges, mais qu'il ne l'avait pas remarqué. En gros, un combo de pièges est un mécanisme conçu pour repousser les intrus avec une grande durabilité, car les pièges s'activent les uns après les autres. Ninomiya lui dit alors qu'il se trouve actuellement dans la phase finale du combo de pièges, et soudain, un énorme éclair apparaît d'Enno. Azunama hurle de peur, suppliant quelqu'un de l'aider car il n'est pas encore prêt à mourir. L'éclair frappe. Mais heureusement pour Azunama, sa garde invincible tient le coup une dernière fois, mais se brise après l'impact de l'éclair. Azunama s'écrase alors au sol, totalement épuisé et à la merci de Ninomiya. Ninomiya conclut qu'il n'est pas nécessaire d'achever Azunama puisque la garde est déjà détruite. Cependant, Ninomiya s'assure de détruire le détecteur de pièges. Ninomiya dit à Azunama qu'il a été vaincu à cause de son incapacité à remarquer le combo de pièges, ce qui l'a conduit à gaspiller la garde invisible. Après avoir vaincu Azunama, Ninomiya se dirige vers le trésor qu'il cherchait à l'origine. Il jette un rapide coup d'œil au coffre, et le système l'informe qu'il est de classe ultra rare, soit de rang S. Parce que les objets sont toujours rares et cachés, ils ont toujours une grande valeur. En fait, ils sont si précieux qu'ils peuvent instantanément transformer la puissance de celui qui les détient. Au moment où Ninomiya ouvre le coffre, il se retrouve en lévitation, son statut magique augmentant rapidement, le laissant se demander s'il vient de trouver un objet qui accorde un énorme boost de magie. En raison de son manque de puissance magique, il n'avait pas pu créer de piège à grande échelle, mais avec l'objet qu'il vient de trouver, tout semble avoir changé. Il s'avère que l'objet qu'il a trouvé est l'orbe de l'archimage, et il a fait passer la puissance magique de Ninomiya de 7 à 27. Avec la quantité de puissance magique qu'il possède maintenant, Ninomiya est confiant qu'il peut générer des pièges puissants. Enthousiasmé par sa nouvelle compétence, il décide de l'essayer. Il trouve un groupe de grands monstres de type insecte qui sont les adversaires parfaits pour ce qu'il veut faire. Ninomiya ne perd pas de temps à activer la compétence de création de pièges qui crée le brûleur infernal qui carbonise les proies dans la zone cible. Une seule activation du brûleur infernal anéantit les monstres insectes et les grille jusqu'à l'os. À ce moment-là, deux types apparaissent sur les lieux, et Ninomiya se cache rapidement. Les deux sont choqués de voir des monstres si puissants abattus, et sans aucun doute, ils en déduisent que celui qui a fait ça est un chasseur de rang S. Ninomiya reste caché en observant les deux hommes. Apparemment, ils font partie de la force de défense de l'association des chasseurs, et Ninomiya pense qu'ils sont là pour évacuer les résidents. Quelques instants plus tard, un autre type arrive, disant à ses amis qu'ils doivent se rendre au stade de Buzzball car l'unité principale a trouvé le monstre boss de zone. Apparemment, leur nouveau plan est de frapper le boss avec tout ce qu'ils ont. Ninomiya est surpris d'entendre que les chasseurs ont déjà trouvé le boss. En gros, un boss de zone est au sommet de la hiérarchie des monstres de donjon, ce qui en fait des monstres assez puissants à affronter. Cependant, ils sont aussi la cible prioritaire que les chasseurs doivent abattre car une fois qu'un boss de zone est vaincu, tous les autres monstres de la même zone disparaissent immédiatement, et toute la zone peut alors être utilisée comme une zone sûre. Excité par tout ça, Ninomiya décide qu'il doit aller voir aussi. Pendant ce temps, les chasseurs dans la zone du boss n'ont pas encore rencontré le boss, mais les monstres qu'il affronte leur donnent déjà du fil à retordre. Quelques instants plus tard, le monstre boss apparaît et annonce son arrivée avec une attaque de rayons thermiques. Le chef de l'équipe de chasseurs crie alors à ses compagnons d'évacuer le stade car le boss arrive. Cependant, le chef d'équipe n'a pas de chance car les décombres de l'arrivée du monstre le piègent et le tuent. Une des chasseuses en conclut qu'ils sont finis, car le monstre est bien au-dessus de leur niveau. Pendant ce temps, Ninomiya se précipite déjà vers le stade, et il est impatient d'affronter le monstre car il lui a déjà tendu un piège. Ninomiya est déterminé à vaincre le monstre boss, car cela mettra fin à tous les combats dans la zone. Le combat entre le monstre boss et les chasseurs continue de s'intensifier alors que l'escouade d'artillerie vise le monstre avec tout ce qu'elle a pour tenter de le maîtriser. L'attaque des chasseurs provoque une forte explosion qui leur donne l'impression d'avoir abattu le monstre. Cependant, lorsque la fumée se dissipe, le monstre boss est toujours debout. Il s'avère que le monstre possède la compétence de récupération automatique, qui guérit instantanément tout dégât mineur subi. Voyant cela, Ninomiya comprend que les chasseurs sont dans le pétrin, car toutes leurs attaques sont inutiles puisque le monstre peut facilement se régénérer, à moins qu'un coup fatal unique ne soit porté. Même si la garde invisible des Azanuma était pénible à affronter, Ninomiya pense que la capacité de guérison du monstre est encore plus problématique car il n'accumule pas de dégâts. Néanmoins, Ninomiya est convaincu qu'il peut toujours abattre le monstre car il ne semble pas être un monstre qu'il ne peut pas gérer. Ninomiya réfléchit à ce qu'il doit faire lorsque la chasseuse crie sur le monstre pour attirer son attention. Bien que la chasseuse ait peur,
elle prévoit de se servir d'appât pour donner aux autres une chance de s'échapper. Cependant, le monstre boss ne plaisante pas et déclenche immédiatement un rayon de chaleur sans hésitation. En voyant cela, la chasseuse en conclut qu'elle est morte. Elle ferme les yeux, attendant la mort, et au moment où elle les rouvre, elle est surprise de voir Ninomiya la porter comme une princesse en détresse. La femme regarde autour d'elle pour voir qu'elle est en lieu sûr, et elle exige de savoir où ils sont. Ninomiya répond qu'il l'a sauvée avec un piège magique de téléportation juste avant que le rayon de chaleur ne la touche. En gros, un piège de téléportation est un piège qui apparaît soudainement dans les donjons et téléporte la cible à un endroit non désiré. C'est considéré comme un piège gênant, mais s'il est manipulé à volonté, il peut être utilisé pour des sauvetages d'urgence, tout comme Ninomiya l'a fait. C'est essentiellement une manière efficace d'utiliser un piège non offensif. La femme est à la fois surprise et confuse, ce qui l'amène à demander à Ninomiya qui il est. Ninomiya lui fait savoir qu'il aurait aimé lui expliquer, mais qu'il n'a vraiment pas le temps. Ninomiya se prépare à partir, mais il dit à la chasseuse d'informer ses pairs qu'il affrontera le monstre boss seul. Il s'avère que son plan est d'attirer le monstre en ville, mais la chasseuse s'y oppose. Elle soutient qu'ils ont intentionnellement attiré le monstre boss à l'écart pour éviter les pertes civiles. Ninomiya lui dit alors que l'évacuation de la ville est déjà terminée, ce qui signifie que la ville peut être utilisée comme champ de bataille. Sans rien dire de plus, Ninomiya s'enfuit, laissant la chasseuse dans un état de confusion. Pendant ce temps, les chasseurs ont toujours du mal à maîtriser le monstre boss, grâce à son incroyable compétence de récupération. Les chasseurs ont peur de mourir à ce stade, mais soudain, une bassine tombe sur le monstre boss. C'est bien connu que c'est un rituel d'humiliation, et il s'avère que c'est Ninomiya qui a fait tomber l'objet sur le monstre pour attirer son attention. Ninomiya provoque le monstre, l'incitant à le poursuivre s'il est vraiment le boss. Provoqué, le boss prépare un autre rayon de chaleur, prêt à retirer Ninomiya. Les autres chasseurs s'inquiètent en voyant cela car Ninomiya pousse essentiellement le monstre à se déchaîner. Étonnamment, Ninomiya esquive l'attaque, choquant les chasseurs. L'un d'eux croit que Ninomiya possède une compétence de vol, mais le chasseur expérimenté est capable de voir ce qui s'est passé. Il s'avère que Ninomiya a sauté dans les airs en utilisant un piège à tremplin. En gros, le mec a raison, car Ninomiya a utilisé un piège non offensif, le tremplin, pour esquiver instantanément le rayon de chaleur. Ninomiya comprend qu'il peut sauter librement s'il utilise le piège à volonté. C'est essentiellement un piège qui aide au combat aérien. Ninomiya continue d'activer le piège jusqu'à ce qu'il se retrouve au-dessus du monstre boss pour le provoquer correctement. Une fois qu'il a attiré l'attention du monstre, Ninomiya se dirige vers la ville pour que le monstre le suive, et finisse par tomber dans le piège personnalisé qu'il a déjà préparé. Comme le voulait Ninomiya, le monstre boss le poursuit sans relâche. Les chasseurs transmettent alors l'information aux autres que le monstre est devenu complètement incontrôlable et se dirige maintenant vers la sous-station électrique. À un moment donné, le monstre rattrape presque Ninomiya, mais heureusement pour lui, il active le piège de téléportation pour s'échapper à la dernière minute, échappant ainsi à la mort. Ninomiya est content d'avoir réussi à l'attirer loin, mais il doit encore amener le monstre là où il a laissé sa grande installation. Ninomiya décide alors de montrer au monstre boss un autre type d'enfer alors qu'il approche du piège sur mesure. La première chose qu'il fait est de créer une grande chaîne incassable pour tenter de résister au mouvement du monstre. Une fois le monstre immobilisé, Ninomiya le frappe avec le pendule à hache de fer, lui causant de la douleur. Ninomiya ne s'arrête pas là et crée une grande scie circulaire pour découper le monstre. Ninomiya n'est pas surpris que le monstre ne soit pas encore mort, même si tout ce qu'il vient de lui lancer est un piège mortel instantané. Il sait que le monstre est bien au-dessus des monstres ordinaires, et le tuer nécessiterait quelque chose de vraiment fou. Ninomiya continue son attaque incessante en frappant le monstre avec des chutes de pierre et combine cela avec le brûleur infernal. Ninomiya profite du moment en se moquant du monstre, lui demandant s'il passe un bon moment. Grâce au rocher et au feu intense, le monstre est acculé, le forçant à s'envoler dans le ciel. Cependant, Ninomiya s'y attendait déjà, et il avait déjà mis quelque chose en place pour le monstre. Au moment où le monstre atteint l'endroit voulu, Ninomiya active le piège. Une lance de foudre apparaît immédiatement d'Enno et transperce le corps du monstre. La lance de foudre s'avère être le piège offensif à plus grande échelle de la zone, et Ninomiya en était conscient depuis la toute première fois qu'il a utilisé le scan de piège juste après la rupture du donjon. Avec la lance de foudre plantée dans son corps, le monstre essaie d'attaquer Ninomiya par désespoir et douleur, mais Ninomiya utilise le tremplin pour esquiver. Il s'avère que Ninomiya a autre chose en réserve pour le monstre, et il crée le pendule à hache de fer pour détruire le pylône électrique voisin, provoquant une surtension. Apparemment, la lance de foudre plantée dans le corps du monstre fait aussi partie du plan de Ninomiya. La lance de foudre interagit avec la surtension, devenant finalement un coup dévastateur capable de tuer un boss. Le monstre hurle de douleur alors qu'un haut niveau de foudre et d'électricité parcourt son corps. Le corps du monstre se transforme essentiellement en conducteur électrique alors qu'il est réduit en cendres. Ninomiya sait que tout cela ne fonctionnerait pas s'il s'agissait d'un donjon normal. Il est assez honnête pour admettre qu'il ne pourrait pas affronter le boss avec sa propre force. Cependant, grâce à la présence d'un pylône de transmission dans la zone, Ninomiya peut l'utiliser pour créer un piège inattendu.
Ninomiya fait savoir au monstre qu'il était déjà dans une mauvaise situation depuis le tout début. Avec la défaite du boss, le donjon est finalement nettoyé, et Ninomiya voit son niveau augmenter de 4 points. Ninomiya est fier d'avoir pu nettoyer un donjon à lui tout seul après avoir enduré d'immenses souffrances ces 2 dernières années. Durant ces 2 années, Ninomiya a passé son temps à accumuler des connaissances sur les donjons, même s'il n'avait aucune chance d'y entrer. Ninomiya a même beaucoup inquiété sa famille, qui était la seule à croire en lui. Sa sœur et sa mère ont essayé de le décourager de sa quête pour devenir un chasseur à cause du danger, mais Ninomiya refuse, révélant qu'il n'abandonnera jamais. Maintenant que le boss est vaincu et que les monstres de la zone ont disparu, Ninomiya se tourne vers la base de l'association des chasseurs. Il se dirige vers le bâtiment, qui est une base de communication, mais qui a mal fonctionné à cause de la rupture du donjon. Cependant, avec la disparition du donjon, Ninomiya pense que toutes les communications devraient avoir été rétablies. Il parvient à localiser la salle de communication et, à l'aide d'une de ses compétences de piège, il désactive la serrure de la porte. Ninomiya est impressionné par l'agencement de la salle de communication. Il est également heureux que les ordinateurs et autres machines semblent fonctionner correctement. Il essaie d'accéder aux caméras de sécurité et est soulagé de voir qu'il le peut sans authentification par empreinte digitale. Il redémarre ensuite tout le système pour le ramener à la normale après la panne de communication. Une fois le système de nouveau en ligne, il commence à scanner toute la zone. Le système recueille bientôt des informations sur la zone et affiche son analyse, révélant que le donjon qui a été nettoyé est un donjon de rang A. Ninomiya est choqué de voir que la zone qu'il vient de nettoyer avait un niveau de difficulté aussi élevé. Après cela, le système commence à analyser d'autres zones importantes de la région. Ninomiya est soulagé de voir que le système analyse également les informations d'autres zones. En gros, une zone est un territoire spécifique à l'intérieur d'un donjon, et elle fait référence à des champs qui sont divisés par la ville. Cependant, l'évolution soudaine du monde entier en un donjon a fait apparaître d'innombrables zones. Ninomiya n'arrive pas à croire que le système essaie réellement de tout analyser, vu leur nombre. Il vient alors à l'esprit de Ninomiya qu'il pourrait en fait cartographier les divisions du monde entier en utilisant le système. Le système s'y met mais s'arrête bientôt, affichant un message d'erreur système car la mesure est impossible. Le système indique à Ninomiya que l'acquisition de données régionales n'est possible que dans un rayon de 100 km. Ninomiya comprend que le volume de données est trop massif, c'est pourquoi le système n'a pas pu le traiter. Même s'il ne peut pas obtenir d'informations sur le monde entier, Ninomiya se contente de savoir ce qui se passe dans la région environnante. Comme sa mère et sa sœur vivent dans des endroits séparés, il décide de vérifier ce qui se passe dans leurs zones respectives. Ninomiya est principalement préoccupé par les niveaux de danger de chaque zone. Lorsque le système a fini de calculer les données, Ninomiya manque de s'évanouir en découvrant que toutes les zones sont classées rang A. La peur s'empare de Ninomiya car il croit que toute la zone est peut-être tombée aux mains des monstres. À ce moment-là, il examine de plus près les informations du système et découvre que les zones sont toujours actives, ce qui signifie qu'elles ne sont pas tombées. Ninomiya est également soulagé que certaines zones aient été nettoyées et que les communications aient été rétablies. Ninomiya est stupéfait de voir qu'il y a d'autres chasseurs puissants qui nettoient les zones touchées les unes après les autres. Ninomiya réalise alors qu'il doit d'abord vérifier la sécurité de sa famille. Le premier endroit qu'il vérifie est Sujidatsu, où réside sa mère. Heureusement, la zone a été nettoyée et le réseau est opérationnel. Il se dit qu'il devrait pouvoir la contacter et compose immédiatement son numéro. Heureusement, l'appel aboutit, et Ninomiya demande à sa mère si elle va bien, et elle lui assure que le chasseur est arrivé et a maîtrisé la situation. Sa mère lui demande comment ça se passe dans sa zone, et Ninomiya lui fait savoir qu'il va bien. À ce moment-là, il demande à sa mère si elle a pu joindre sa sœur, Shiori. La femme révèle que l'appel à Shiori n'a abouti qu'une seule fois, mais a été coupé immédiatement à cause d'interférences. Avant de raccrocher, Ninomiya implore sa mère de rester en sécurité et de ne pas bouger de là où elle est. Puisque sa mère est déjà en sécurité, Ninomiya se dit que la seule personne dont il doit s'inquiéter est sa sœur. Il se souvient que sa sœur vit dans le quartier de son école, qui se trouve quelque part dans le secteur ouest. Il vérifie immédiatement le secteur ouest et se rend compte qu'il n'a pas encore été nettoyé, mais il n'est pas surpris car les communications ne sont pas encore rétablies. Soudain, un rapport spécial est diffusé, et il semble provenir des chasseurs locaux de la zone du secteur ouest. Il révèle qu'ils ont pris le contrôle total du district bien que le monstre boss soit toujours actif. Dans un enregistrement vidéo, les chasseurs déclarent leur indépendance du monde extérieur, affirmant que les citoyens de la zone ouest sont désormais indépendants. Ninomiya ne croit pas ses yeux en voyant cela, car sa sœur est pratiquement piégée telle qu'elle. Soudain, il entend des gens arriver à la porte, et pour éviter d'être repéré, il active une autre compétence de piège pour l'aider. En un instant, Ninomiya est projeté sur le toit du bâtiment grâce à la compétence de saut de confusion qu'il a utilisée. Il est content de s'être échappé, mais en même temps, il a compris que son pouvoir magique est épuisé et que le piège à ordures est sa limite. Il se souvient que l'orbe a augmenté ses statistiques magiques, ce qui signifie également que sa capacité maximale a augmenté. Il est de notoriété publique que la création consécutive de pièges consomme de l'énergie, et suite à son combat contre le monstre boss,
sa magie est sur le point de s'épuiser. Ninomiya arrive à la conclusion qu'il doit monter de niveau et augmenter sa capacité de mana. C'est alors qu'il reçoit un appel de sa sœur et prie pour que la jeune fille soit en sécurité où qu'elle soit. Il répond à l'appel, mais les interférences rendent difficile d'entendre ce qu'elle dit. Ninomiya demande à Shiori si elle va bien, et elle répond qu'elle va bien, lui disant de ne pas s'inquiéter pour elle car elle est en sécurité. Elle n'a pas fini de dire cela que l'appel est coupé. Ninomiya est totalement confus car la zone n'a pas encore été nettoyée, mais sa sœur prétend qu'elle est sûre. De plus, le message du chasseur de tout à l'heure est préoccupant. Avec tous ces facteurs en jeu, Ninomiya se dit qu'il serait stupide de laisser sa sœur sans surveillance. Il décide qu'il doit confirmer la sécurité de sa sœur lui-même, et pour ce faire, il doit d'abord reconstituer son mana. Plus tard, il se faufile dans la section des provisions du centre d'évacuation mis en place par les chasseurs, et il vole quelques potions de récupération de mana. Comme elles seront distribuées aux chasseurs plus tard, Ninomiya ne voit aucun problème à en prendre. De plus, il va travailler dur pour les rembourser. Après avoir bu la potion, son mana se rétablit complètement, et Ninomiya est heureux d'avoir résolu le problème de l'épuisement du mana. Cependant, il doit encore se rendre dans la zone du secteur ouest depuis la zone centrale où il se trouve actuellement. Pour y arriver, il doit traverser deux autres zones, qui sont le secteur de Kawabi et le secteur d'Eiwaya. Pour rendre la situation encore plus difficile, ces deux zones n'ont pas encore été nettoyées. Sans aucun doute, il réalise que ce sera un voyage rempli de combats contre des monstres, mais il n'a pas le choix. Cependant, il s'inquiète de savoir s'il peut nettoyer les deux zones avec son niveau de force actuel. Il se dit que ce serait mauvais pour lui s'il finissait par affronter un autre monstre boss en solo, car son mana pourrait s'épuiser. Pour éviter cela, Ninomiya conclut qu'il va augmenter sa capacité de mana. Ninomiya conclut alors qu'il va continuer d'avancer tout en améliorant ses compétences. C'est ainsi que Ninomiya commence sa première mission en tant que chasseur, qui est la traversée de donjons. Une révélation rapide montre que les monstres peuvent passer de la zone touchée aux régions déjà nettoyées, ce qui en fait une bataille continue contre eux. Quelques instants plus tard, Ninomiya arrive dans le secteur de Kawabi, et Ninomiya se prépare car des monstres peuvent apparaître à tout moment. À ce moment-là, il tombe sur deux types qui semblent être des chasseurs. Les deux s'approchent de Ninomiya et lui demandent s'il a des objets rares, car il y a des monstres devant et ils n'ont rien. Ninomiya répond calmement qu'il n'a rien sur lui, et à l'instant où il dit cela, l'un d'eux brandit immédiatement son arme, qui est une griffe. Les deux lui disent qu'il compte prendre tout ce qu'il a par la force. Soudain, Ninomiya est attaqué, et il échappe de justesse à la décapitation par la griffe. Le fait de survivre à la première attaque fait rapidement comprendre à Ninomiya qu'il a affaire à des bandits. Les deux continuent de le charger, mais Ninomiya active sa compétence de piège, faisant tomber un énorme poids sur eux. Les deux étant immobilisés, Ninomiya doit décider s'il veut les tuer ou non. Il est curieux de voir s'il va gagner des points comme lorsqu'il bat des monstres. Puisque cette possibilité n'est pas nulle, il réalise qu'il doit garder un œil sur les chasseurs qui sont devenus violents. Ninomiya conclut que ses seules proies seront les monstres et non les humains. Pour ce faire, il a un plan en tête qu'il veut essayer. Plus tard, Ninomiya trouve une bande de monstres qui sèment le chaos dans la zone. Ninomiya attire alors leur attention avec la poupée sifflet, une poupée qui siffle pour attirer les monstres. Comme prévu, les monstres de la zone se rassemblent autour de la poupée. Ninomiya n'est pas entièrement satisfait que les monstres ne soient qu'au nombre de 4, ce qui n'est pas assez pour ce qu'il veut. Néanmoins, il active sa cage piège pour garder les 4 à l'intérieur. Une fois qu'il les a enfermés dans la cage, il décide qu'il est temps d'essayer une nouvelle compétence. Il active la compétence du miroir de copie, un miroir qui reflète et multiplie les monstres. Dans des circonstances normales, c'est un piège dangereux. Mais comme les monstres sont piégés, cela offre la meilleure opportunité pour Ninomiya de mettre son plan à exécution. Comme il le voulait, les monstres continuent de se multiplier à l'intérieur de la cage, mais Ninomiya les laisse attendre que la cage soit complètement pleine. C'est essentiellement parce que plus il bat de monstres, plus il gagne d'expérience. Ninomiya prévoit d'éliminer tous les monstres d'un seul coup pour devenir encore plus fort. Au moment où la cage atteint le niveau de remplissage que Ninomiya souhaite, il active la compétence du poids désastreux. Un grand poids apparaît et écrase les monstres, les anéantissant finalement. Ninomiya est fier de son ingéniosité, et il décide d'appeler la cage le cube d'expérience, car elle lui permet de vaincre des centaines de monstres. À sa grande surprise, le nombre de niveaux qu'il gagne en battant les monstres est insensé, et il acquiert même une nouvelle compétence au passage. La nouvelle compétence s'appelle Domination des pièges, ce qui permet à Ninomiya de contrôler les monstres piégés, et son visage s'illumine de choc en voyant cela. D'après ce qu'il peut voir, cela signifie qu'il peut faire des monstres ses alliés, ce qui est tout simplement abusé. C'est alors qu'il repère l'un des monstres qui a survécu à son attaque précédente, et il décide d'essayer la nouvelle compétence. Il lance immédiatement la compétence sur le monstre blessé, mais à sa grande surprise, le sort ricoche. Il est d'abord confus, mais il se rend vite compte que cela ne fonctionne que sur les monstres pièges. Ce sont essentiellement des monstres liés au piège et non des monstres ordinaires comme celui sur lequel Ninomiya essaie de l'utiliser. Comme le monstre blessé ne lui est d'aucune utilité, Ninomiya l'achève avec l'épée de finition.
Ninomiya conclut alors qu'il est temps pour lui de scanner la zone et de continuer vers l'emplacement de sa sœur. Ninomiya pose sa main sur le sol, et il scannait toute la zone avec sa compétence. Il remarque soudain une zone densément remplie de pièges, ce qui signifie que quelque chose d'important y est stocké. Il y regarde de plus près et découvre que le bâtiment en question est un musée. Étonnamment, il y a un long passage souterrain sous le musée. Avec cette découverte, Ninomiya comprend que sa prochaine étape est le musée. Il tombe bientôt sur un immense lac au milieu de nulle part, mais il ignore le lac car il voit déjà le musée devant lui. Ninomiya ne perd pas de temps et entre dans le musée. Et comme il a scanné la zone au préalable, il sait que toute la zone est remplie de pièges. Ninomiya se dit que se déplacer lentement sera le meilleur choix pour ne pas se faire prendre par l'un des pièges. Soudain, Ninomiya tourne son attention vers le faux trésor posé dans le coin, et il utilise la compétence de domination des pièges dessus. Étonnamment, la compétence fonctionne, et Ninomiya est heureux d'avoir fait confiance à son instinct. En gros, le monstre est une créature qui imite un coffre au trésor, et quiconque s'en approche se fait attaquer. Cela rend le monstre unique et différent des monstres ordinaires. Ninomiya n'a pas été pris au dépourvu car il savait déjà qu'il était là quand il a scanné le bâtiment. Néanmoins, Ninomiya est heureux que la compétence de domination ait fonctionné, car le monstre va devenir son allié. Soudain, le monstre trésor commence à agir bizarrement, et il fonce vers Ninomiya, le laissant se demander si la compétence n'a pas fonctionné. Avant qu'il ne s'en rende compte, le monstre trésor se jette sur lui, le poussant au sol. Avant de commencer à paniquer, il se rend compte que le monstre ne faisait que jouer avec lui, comme un enfant le ferait avec des adultes. Ninomiya est surpris de voir que le monstre s'attache à lui. Bien que la scène soit vraiment effrayante, Ninomiya est content que la domination de piège ait fonctionné. Puisqu'il a confirmé l'authenticité de sa nouvelle compétence, il se dit qu'il est temps de se diriger vers le passage souterrain. En entrant dans le passage, Ninomiya est époustouflé par sa grandeur. Il en déduit que l'espace a probablement été créé lorsque le quartier est devenu un donjon, car il est impossible qu'une chose aussi immense ait existé à l'origine. Il sait aussi que ce genre d'espace est créé dans un but précis. Soit il a été créé comme un raccourci pour éviter les monstres à la surface, soit pour autre chose. Comme Ninomiya n'est pas tout à fait sûr, il prie pour ne pas se tromper, afin de ne pas finir en pâté pour monstre. Cependant, il peut voir que le chemin est semé de dangers, ce qui est le prix à payer pour prendre un raccourci. Avant de poursuivre son voyage, il décide de nommer le monstre trésor, et il lui donne le nom de Mimi. Étonnamment, Mimi aime ce nom et saute de joie. Ninomiya est content que Mimi aime le nom, et il lui recommande d'être prudente car le danger est proche. Mimi finit par s'incliner devant Ninomiya, l'assurant qu'elle est prête à l'aider. Sur ce, les deux se dirigent vers la pièce suivante. Et alors que Ninomiya ouvre la porte, il trouve une statue se tenant au milieu de la pièce. Ninomiya est surpris que la seule chose dans la pièce soit la statue, et que derrière elle se trouve la porte menant à la pièce suivante. Ninomiya marche nonchalamment vers la statue, mais au moment où il s'apprête à la dépasser, elle prend vie et l'attaque. Cependant, Ninomiya parvient à créer un mur de pierre juste à temps pour se protéger et ne pas perdre sa tête. Ninomiya avait déjà soupçonné que la statue était un monstre piège. En gros, c'est une statue de bronze qui se transforme en monstre quand on s'en approche. Avant d'entrer, le scan de Ninomiya avait déjà montré qu'il y avait un monstre dangereux dans la pièce. Comme il ne peut pas utiliser la domination sur elle tant qu'elle est une statue, Ninomiya s'est intentionnellement approché d'elle pour forcer sa transformation. Maintenant que la statue est active, elle en a après Ninomiya. Elle apparaît derrière Ninomiya et manque de le trancher, mais il parvient à bloquer l'attaque une fois de plus. Ninomiya est forcé de sauter en arrière en réalisant que la statue est assez forte. De plus, la statue est rapide, et elle combine ses mouvements erratiques avec sa vitesse pour viser l'angle mort de Ninomiya. Comme il le soupçonnait, la statue apparaît juste derrière lui et manque de le trancher, mais Ninomiya parvient à se protéger une nouvelle fois. Ninomiya réalise alors qu'il n'a aucune raison de combattre la statue de front, puisqu'elle est un monstre piège. Ninomiya décide qu'il va utiliser la domination de piège sur la statue pour en faire son allié. Ninomiya tire alors le premier coup, qui la touche à la tête, mais rien ne se passe, laissant Ninomiya perplexe. Il commence à se demander si sa magie a été annulée, mais il réalise bientôt que son niveau de compétence est trop bas. Apparemment, il n'a pas encore assez de maîtrise de sa nouvelle compétence, et contrairement à Mimi qui est un monstre de bas niveau, il en faudra plus pour vaincre la statue. Ninomiya décide immédiatement de son prochain plan d'action qui est de continuer à frapper la statue avec le sort de domination de piège jusqu'à ce qu'il finisse par fonctionner. Ninomiya tire un autre coup, mais cette fois, il manque sa cible car la statue est trop rapide. C'est alors qu'il réalise enfin que le premier coup qui a touché était un coup de chance, mais Ninomiya se dit qu'il pourrait avoir une chance s'il parvient à lire la trajectoire et les schémas de la statue. Pendant un instant, la statue disparaît, et Ninomiya pose un piège, espérant la débusquer. Ce faisant, la statue apparaît derrière lui. Elle est sur le point de l'abattre quand le piège de Ninomiya, qui est une bassine, s'active. Cela finit par verser de l'eau sur la statue, et Ninomiya ne réussit qu'à la rendre encore plus furieuse. Elle brandit frénétiquement son épée vers Ninomiya, mais il esquive, et il peut clairement voir que la statue est plus en colère qu'avant. Cependant,
Ninomiya a maintenant une chance de suivre les mouvements de la statue grâce à Léo. Avec la traînée d'eau, Ninomiya commence à viser là où la statue se dirige. Ninomiya continue de lancer sa compétence de domination de piège, espérant abattre la statue et en faire son allié. Quelques instants plus tard, Ninomiya n'a pas réussi, mais il n'est pas prêt à abandonner car il est déterminé à faire de la statue son allié. Pendant ce temps, Mimi se cache derrière un mur, et elle craint que Ninomiya ne meure. Peu de temps après, Ninomiya se rend compte qu'il est sur le point de manquer de mana, ce qui signifie qu'il ne lui reste plus qu'un seul coup pour la domination de piège. Il se demande alors s'il a ce qu'il faut pour y arriver. À ce moment-là, la statue se met à courir vers lui. Et n'ayant plus le choix, Ninomiya parie sa vie sur le dernier tir du piège de domination qu'il lui reste. Ninomiya met tout ce qu'il a dans ce tir, et il le lance droit sur la statue en hurlant que ça marche. Au moment où la statue est sur le point de l'atteindre, le dernier tir la touche, et elle s'arrête brusquement. Ninomiya est choqué de voir cela, se demandant si sa technique a finalement fonctionné. Il remarque alors que l'intention meurtrière de la statue est déjà en train de disparaître. Et avant même de s'en rendre compte, il réalise que le sort a peut-être fonctionné. À ce moment-là, la statue tombe à genoux, appelant Ninomiya son maître et s'excusant pour son insolence. Ninomiya est choqué de voir le monstre parler, et il comprend qu'il s'agit d'un monstre spécial capable de converser avec les humains. Ninomiya lui dit alors de révéler qui elle est. Étonnamment, le monstre enlève son casque pour révéler ses superbes cheveux blancs et son beau visage. Elle répond à la question de Ninomiya, lui disant qu'elle n'est personne en particulier. Elle révèle qu'elle n'est qu'une servante sans nom, et que Ninomiya doit lui donner un nom pour qu'elle puisse continuer à être à son service. Comme elle ressemble à une femme chevalier, Ninomiya décide de la nommer Jean. Jean apprécie le nom, et elle fait savoir à Ninomiya qu'elle lui en est reconnaissante. Une fois le rituel de nomination terminé, Mimi se précipite vers Jean pour affirmer sa domination. Jean l'assure rapidement qu'elle n'a aucune intention de prendre sa place d'aîné dans l'équipe. En fait, Jean assure à Mimi qu'elle attend avec impatience ses conseils. Ninomiya est surpris de voir les deux se disputer, et il réalise que même les monstres ont leur propre hiérarchie. Ninomiya dit alors aux deux qu'il est temps pour eux d'avancer. Cependant, Jean le presse d'attendre, lui disant que le prochain événement est le combat contre le boss de zone. Jean révèle que le boss de zone dormait auparavant, mais qu'il a pris vie. Ninomiya est abasourdi en entendant cela, et il demande des éclaircissements. Jean révèle alors qu'elle est la gardienne du donjon. Apparemment, au moment où elle s'est transformée pour le combat, un signal a été envoyé au boss de zone pour qu'il se prépare aussi. Jean lui fait savoir que le combat est totalement inévitable car il est impossible de quitter le donjon sans vaincre le boss de zone. Ninomiya est choqué d'apprendre qu'un combat avec le boss de zone est totalement obligatoire. Il réalise qu'il est dans un sacré pétrin, car il pensait avoir choisi la route la plus facile. Sans réfléchir, il suggère qu'il fasse demi-tour pour retourner à la surface. Cependant, Jean lui fait savoir que c'est également impossible. Jean révèle que la porte ne peut plus être déplacée par la force humaine car à partir du moment où il a progressé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Jean l'informe que la seule sortie est la chambre du boss. Ninomiya l'interrompt alors, disant à Jean qu'il ne peut pas affronter un boss de zone dans son état actuel car il n'a plus de mana. À ce moment-là, Ninomiya remarque que Mimi essaie de l'interpeller. Étonnamment, Mimi sort une potion de récupération de mana de son espace de stockage. Ninomiya est surpris de découvrir que Mimi a un tel avantage, et il ne perd pas de temps à avaler la potion. Ninomiya croit qu'il est fin prêt pour le combat de boss, mais Jean lui fait savoir que récupérer sa mana est inutile s'il n'a pas l'attribut de magie de Léo. En gros, le boss de zone qu'il s'apprête à affronter est une réincarnation du feu lui-même. Il est de notoriété publique que pour vaincre un tel monstre, il faut rassembler plusieurs utilisateurs de magie de Léo de haut niveau et le frapper avec une attaque d'eau massive, tous en même temps. Avec cette prise de conscience, Ninomiya se croit foutu puisqu'il n'a aucun attribut d'eau. Cependant, il prend une minute pour réfléchir à un plan, et en un rien de temps, il trouve quelque chose. Comme il ne peut pas rebrousser chemin par la porte par laquelle il est entré, il demande à Jean si un monstre le peut, et Jean répond que oui. Ninomiya est encore en train de concocter son plan quand toute la pièce se met à trembler. Jean révèle que le boss de zone est déjà fatigué d'attendre, c'est pourquoi il a décidé de leur apporter le combat. Jean presse Ninomiya de lancer un sort défensif car les flammes brûlantes approchent. Avant qu'il ne s'en rende compte, tout éclate dans un grand chaos, et il se retrouve entouré de flammes brûlantes, capables de réduire tout et n'importe quoi en cendres. La puissance de feu émanant du boss de zone effraie Ninomiya, car il n'a jamais rien vu d'aussi terrifiant auparavant. La pièce entière commence à se désagréger, mais Ninomiya parvient à se protéger, lui et ses compagnons. Une fois que tout se calme enfin, le boss se présente, et il a l'air vraiment mortel, c'est le moins qu'on puisse dire. Ninomiya réalise enfin que toutes les pièces qui l'ont traversé n'étaient qu'un chemin menant directement au boss. Réalisant que rester dans la pièce ne fait qu'augmenter le risque, Ninomiya conclut qu'ils doivent sortir le plus vite possible. Ninomiya dit alors à Mimi qu'il a une requête pour elle, et qu'elle devra agir seule une fois qu'il lui aura transmis l'information. Ninomiya s'agenouille alors à côté de Mimi pour lui transmettre l'information. Ninomiya est en plein milieu de cela quand le boss de zone les attaque. Ninomiya et son équipe sont forcés d'effectuer une manœuvre d'esquive.
Ninomiya active le tremplin, ce qui l'aide à échapper à l'attaque du boss. Au moment où il se retourne, il se rend compte que Mimi se dirige déjà vers la porte par laquelle ils sont entrés. Heureusement, Mimi peut traverser la porte puisqu'elle est un monstre. Ninomiya prie pour que Mimi fasse tout correctement, car tout repose sur elle. Ninomiya court alors vers le boss, et il crée un portail de téléportation derrière lui. C'est un portail d'évacuation par lequel n'importe quoi peut être déchargé. À ce moment-là, le boss décide de lancer sa deuxième vague d'attaque, mais Jean intercepte l'attaque pour sauver son maître. Ninomiya remercie Jean pour son aide et lui fait savoir qu'il n'est plus nécessaire de l'aider à esquiver. Ninomiya révèle son plan d'agir comme un leurre pendant que Jean vise la jambe du boss et l'attaque pour restreindre ses mouvements. Ninomiya veut que Jean immobilise le boss juste sous le portail de téléportation qu'il a créé, et Jean passe immédiatement à l'action. Avec Jean en action, Ninomiya prie pour que Mimi réussisse, car tout dépend d'elle. Il lui avait dit de sortir du musée et de courir tout droit vers la forêt où elle trouverait un lac. À la surface, Mimi avait trouvé le lac, et elle n'a pas perdu de temps pour sauter dedans. Pendant ce temps, Ninomiya s'assure que le boss reste concentré sur lui. Quelques instants plus tard, Jean parvient à trouver une ouverture, et elle en profite au maximum. Elle tranche la jambe du boss, le forçant finalement à se tenir sur une seule jambe. Ninomiya est ravie que Jean ait réussi, car le boss est maintenant sous le portail, ce qui signifie que le reste du plan repose sur Mimi. Il s'avère qu'il avait placé l'autre extrémité du portail de téléportation dans le coffre au trésor de Mimi avant qu'elle ne parte. Dès que celui-ci est placé au fond du lac et se connecte au portail d'évacuation que Ninomiya a installé, la partie commence. Soudain, le boss de zone sent de Léo tomber sur lui, et quand il se retourne, il voit un torrent d'eau s'écouler du portail de téléportation. En gros, toute l'eau du lac lui tombe dessus en même temps. Alors que l'eau continue de se déverser, Ninomiya demande à Jean de se tenir derrière lui pour qu'il puisse créer un mur afin d'éviter qu'il ne soit emporté. Ninomiya crée rapidement un mur de prison qui bloque toute intrusion de l'extérieur. Ninomiya est content que tout se soit bien passé. En gros, pour vaincre le boss de zone dans des circonstances normales, il faudrait une unité entière de chasseurs capables de magie de Léo. Comme il n'y avait aucun moyen de générer de Léo à partir de rien, Ninomiya n'a eu d'autre choix que de dire à Mimi d'aller au lac pendant qu'il installait un portail. Cela a essentiellement permis à Léo de s'écouler d'un seul coup. Avec le boss piégé sous Léo, son noyau est devenu visible, et Jean dit à Ninomiya de saisir l'occasion de le détruire. Ninomiya utilise alors l'épée longue de finition pour porter le coup de grâce, achevant finalement le monstre. À ce moment-là, Mimi dévale le portail avec le reste de Léo, et Ninomiya se précipite vers elle, la félicitant pour son excellent travail. Ninomiya est encore en train de la remercier quand une épée tombe soudainement aussi. Ninomiya est surpris de voir une épée imprégnée de magie plantée devant lui. Il est d'abord confus, mais Jean l'exhorte à prendre l'épée car c'est l'objet caché de la zone. Ninomiya est stupéfait en entendant cela, car ce type d'objet est super rare et extrêmement difficile à trouver. Jean révèle que l'épée était probablement cachée au fond du lac et qu'elle est descendue avec le courant. Ninomiya suit alors le conseil de Jean, et il saisit l'épée, l'arrachant du sol. Cela libère une vague d'énergie massive, et la fenêtre de statue révèle que le nom de l'épée est l'épée de lumière mystique. Apparemment, c'est une épée qui contient un pouvoir invisible, mais son effet spécial reste caché. Comme Ninomiya n'a aucune idée de ce que fait l'épée, il se dit qu'il doit l'utiliser pour le découvrir. Soudain, la pièce est secouée par un tremblement, faisant une peur bleue à Ninomiya. Cependant, Jean presse Ninomiya de se calmer, lui disant que le tremblement est juste un signe qu'ils ont vaincu le boss de zone. En gros, le sous-sol se réorganise maintenant pour eux, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, le chemin vers la zone suivante s'ouvre devant eux. Ninomiya suit le chemin, et il est le premier à sortir d'une bouche d'égout située à la frontière des districts de Kawabi et Iwaya. Ninomiya se dit qu'ils vont arriver au district d'Iwaya en un rien de temps. Même s'il cesse de passer beaucoup de choses, il est content qu'il soit arrivé si loin. Jean s'apprête à sortir par la bouche d'égout quand Ninomiya entend un groupe de chasseurs se diriger vers lui. Il dit rapidement à Jean de retourner sous terre car il ne veut pas que les chasseurs le voient avec un monstre. Les chasseurs arrivent bientôt là où se trouve Ninomiya, et ils exigent de savoir ce qu'il fait dans un endroit si dangereux. Ninomiya se gratte la tête, confus, mais d'un rapide coup d'œil, il comprend que le groupe est l'équipe de sauvetage de l'association. Soudain, une voix venant de derrière dit à ses homologues de se calmer. L'homme s'avance en regardant sa tablette, et à sa grande surprise, il se rend compte que Ninomiya est le chasseur solitaire de rang S. Le type révèle que des rumeurs ont circulé sur Ninomiya parce qu'il a vaincu un boss de zone en solo. Le type est content d'avoir trouvé Ninomiya, et il ne perd pas de temps pour lui faire une offre. Il lui propose de rejoindre son escouade pour qu'ils puissent travailler ensemble, car il peut utiliser son autorité pour finaliser son inscription de chasseur sur le champ. Les yeux de Ninomiya s'illuminent d'excitation en entendant cela, car c'est ce qu'il attend depuis tant d'années. Étonnamment, Ninomiya refuse l'offre, choquant les chasseurs. Le chef d'équipe est confus, mais en même temps, il pense que Ninomiya a ses raisons. Le chef d'équipe fait savoir à Ninomiya qu'il est libre d'agir seul si c'est ce qu'il veut. Cependant, il l'informe que des chasseurs illégaux causent des problèmes dans le district d'Iwaya. Même si Ninomiya a déjà rencontré des gens comme ça, la façon dont le type l'a dit le dérange quand même.
Cela indique à Ninomiya qu'il doit rester vigilant au cas où les choses tourneraient mal. Après le départ des chasseurs, Ninomiya dit à Jean et Mimi qu'elles peuvent sortir car c'est sûr. Jean demande alors à Ninomiya s'il est sûr d'avoir fait le bon choix en ne s'alliant pas avec les chasseurs qui viennent de partir. Ninomiya répond qu'il a fini d'essayer de s'inscrire comme chasseur officiel. En gros, le monde est parti en vrille, et il est presque sûr que tout ça n'a plus d'importance. De plus, il n'est pas prêt à faire confiance à qui que ce soit avec la tournure que prennent les événements. Ninomiya fait savoir à Jean qu'il n'a pas besoin des chasseurs car il a déjà ses compagnons. Il mentionne que Jean et Mimi sont les compagnons les plus fiables qu'il puisse souhaiter. Cela fait rougir très fort Jean et Mimi. Quelques instants plus tard, ils arrivent au district d'Eiwaya, et Ninomiya décide qu'il va scanner toute la zone avant de bouger. Ninomiya active sa compétence et, à sa grande surprise, il trouve quelque chose de vraiment étrange à un endroit marqué, le laissant se demander ce que cela pourrait être. Tsukasa et son groupe se dirigent vers le district d'Eiwatani où ils voient un parc d'attractions, et il confirme que c'est l'endroit qu'il a vu avec son scan de piège, qui porte la marque mystérieuse. C'était la première fois qu'il sentait une marque mystérieuse, et il a estimé qu'il serait dangereux de l'ignorer, c'est pourquoi il a dû dévier de son plan initial d'aller dans le district ouest pour voir Shiori. Même si Tsukasa déteste les détours, il se décide à régler rapidement cette histoire de parc d'attractions pour pouvoir revenir à son objectif initial. Alors que son groupe entre dans le parc, Mimi émet un son après avoir senti quelque chose d'inhabituel. Tsukasa regarde donc autour de lui et voit un objet étrange plus loin. Il s'approche d'une dalle qui avertit tout le monde de ne pas la toucher car elle abrite un puissant destructeur qui a pulvérisé même les plus gros rochers. Curieux, Tsukasa se demande ce qu'est ce destructeur, mais Jean lui dit d'être prudent, notant que l'appareil pourrait être un piège catastrophique. Ce sont des pièges massifs plus rares, complètement différents des pièges habituels, mais leurs détails sont pour la plupart inconnus à moins d'être activés. En entendant cela, Tsukasa est stupéfait car il n'a jamais rencontré une telle expression malgré ses recherches dans toute la bibliothèque de l'association des chasseurs. Bien qu'il soit très curieux de savoir ce que c'est, Tsukasa prend la bonne décision de ne pas toucher la dalle car il vaut mieux ne pas le découvrir à ses dépens en faisant n'importe quoi. Sur ce, il quitte les lieux et entre dans une forêt dense en essayant de se frayer un chemin vers le district ouest. Là, Tsukasa a du mal à suivre et se plaint que les cartes des pièges ne spécifient pas la densité de la forêt. Alors qu'il continue d'avancer, il voit un groupe de chasseurs essayant de combattre un monstre, et il note que c'est l'escouade de l'association des chasseurs. Après avoir observé leur combat un instant, Tsukasa se rend compte qu'ils ne sont pas coordonnés, et à cause de cela, il se précipite pour les aider à empêcher le monstre de les anéantir. Tout à coup, il voit une lumière vive foncer vers le monstre, et en observant attentivement, c'est une chasseuse qui charge avec son épée à toute vitesse. Elle balance son épée dès qu'elle l'atteint, et l'onde de choc résonne dans toute la forêt. Jean demande avec inquiétude si Tsukasa va bien, mais Tsukasa a les yeux rivés sur la nouvelle chasseuse qui vient d'arriver. La femme s'excuse auprès du groupe de chasseurs, qui admire sa force, d'être arrivée en retard, et elle se présente comme Tsumuji Asaina, une chasseuse de rang et s'affiliée à l'association des chasseurs. Elle leur explique qu'elle cherchait le boss marin, mais quand elle les a aperçus, elle a décidé de les aider. Tsukasa observe silencieusement Tsumuji et confirme que l'attaque qu'elle a portée n'était pas ordinaire. Mais une fois qu'il l'entend rassembler une équipe pour chercher et défier le boss de zone avec elle, il note qu'elle est naïve, car plus il y a de gens de calibre inférieur avec elle, plus le fardeau est lourd. Comme prévu, les chasseurs choisissent immédiatement de la suivre, mais Jean apprend de première main que Tsukasa n'est pas prêt à s'associer avec eux. Au lieu de cela, ils essaient de quitter la forêt, et ce faisant, ils arrivent au bord d'une rivière, et Tsukasa note qu'ils auront beaucoup de vallées et de rivières comme celle-ci à traverser. Il sent alors quelqu'un le suivre et l'interpelle, disant qu'il était au courant depuis un moment. Lorsque la personne refuse de sortir, Tsukasa se prépare à utiliser sa capacité de création de pièges pour la débusquer. En voyant Tsukasa prêt à attaquer, l'individu sort de sa cachette et supplie Tsukasa de ne pas le tuer. Il se présente comme un simple civil qui traversait la forêt, et supplie Tsukasa de ne pas le donner en pâture au monstre. Au début, Tsukasa est perplexe, mais quand il voit Mimi juste à côté de l'homme, tout s'éclaire. Il calme donc l'homme et se présente comme un chasseur indépendant avec des compagnons inhabituels. En apprenant que Tsukasa est un chasseur, le type pousse un soupir de soulagement avant de supplier Tsukasa de l'aider, disant qu'il s'est perdu et a besoin d'être guidé vers un lieu sûr. Tsukasa y réfléchit et note que le détour serait long alors qu'il est pressé, mais il se souvient alors que des monstres apparaissent souvent dans les parages. Il se décide donc à escorter le vieil homme pour qu'il rejoigne l'équipe de Tsumuji. Sur ce, Tsukasa dit à l'homme de le suivre et promet de le remettre à l'association des chasseurs. Cela rend l'homme heureux car il se réjouit de pouvoir rentrer chez lui, mais il bouscule Mimi, et le coffre magique lui fait peur. Tsukasa intervient rapidement et note que se promener avec les monstres lui vaudra un interrogatoire s'il est repéré par l'association des chasseurs, alors il dit à Jean et Mimi d'attendre pendant qu'il guide seul l'homme vers l'association. Elles lui obéissent, et Tsukasa reprend le chemin pour servir de guide dans la forêt. Après avoir marché un moment, le vieil homme essaie de discuter nonchalamment avec lui, mais Tsukasa l'avertit de ne pas baisser sa garde car un monstre peut attaquer à l'improviste. Pendant ce temps,
le vieil homme a d'autres plans, et il estime que Tsukasa est le naïf de l'histoire de se laisser berner en pensant que les monstres sont les seuls dangers dont il faut se méfier. Il attaque alors Tsukasa par derrière, mais Tsukasa l'assomme d'un coup réflecteur, une contre-attaque de son arsenal. Tsukasa révèle alors qu'il s'attendait à ce que l'homme se rebelle car il avait été prévenu de la présence de chasseurs illégaux dans la région. Voyant qu'il a été dupé, l'homme montre à Tsukasa qu'il lui a volé l'épée rare, et il prétend l'avoir prise grâce à sa compétence avant d'être projeté plus tôt. Il saisit l'épée et dit que sa capacité est de fouiller instantanément l'équipement de son adversaire et de voler l'objet de la plus haute rareté. Sachant que Tsukasa est puissant, le bandit croit qu'avec cet objet, il sait assurer la victoire, alors il fonce sur Tsukasa avec l'épée mais marche sur un piège à proximité. Immédiatement, des lianes épineuses apparaissent et l'enlacent, l'empêchant de bouger. Choqué par ce développement soudain, le bandit hurle sur Tsukasa, lui demandant ce qu'il a fait, et Tsukasa explique qu'il n'a rien fait, mais que le piège au sol s'est simplement activé. Tsukasa explique alors qu'il l'a délibérément projeté dans cette direction car il savait qu'il y avait un piège sur ce chemin. Il révèle le scan de piège, une de ses capacités, puis ramasse l'épée rare avant de dire au vieil homme que lui aussi peut utiliser des compétences de triche. Maintenant avec l'épée, Tsukasa dit au bandit qu'il n'a même pas encore utilisé l'épée et lui demande s'il aimerait être son sujet de test. L'homme se met immédiatement à trembler et supplie Tsukasa de ne pas le tuer. Il met alors en jeu sa liberté contre l'objet ultra rare caché dans la zone. Apprenant qu'un tel objet existe à proximité, Tsukasa demande plus de détails. En temps normal, il n'aurait pas cru le bandit car il avait déjà utilisé son scan de piège pour vérifier la zone sans détecter un tel objet. De plus, dans la plupart des scénarios, les objets rares sont toujours entourés de pièges, ce qui devrait être très facile pour lui à repérer. Mais comme sa compétence de scan ne peut pas détecter tous les objets, tout comme l'épée rare qui était dans le lac, soudain, Jean apparaît derrière Tsukasa. Et une fois qu'il la voit, elle explique qu'elle et Mimi ont couru aussi vite qu'elle le pouvait après avoir entendu les bruits de la bataille. Une fois qu'elle apprend que le vieil homme est un chasseur illégal, elle dit à Tsukasa de la laisser lui porter le coup de grâce. Et d'un seul mouvement, elle sort son épée et vise la gorge du bandit, mais l'homme lui crie rapidement d'attendre et de l'écouter. En paniquant, il leur dit qu'il a vu l'indice de l'objet caché alors qu'il cherchait un chasseur à dépouiller. À l'époque, alors qu'il errait dans le ravin, le rocher de la falaise en face de lui a commencé à bouger, et un énorme monstre de type roche est apparu. Perplexe, Tsukasa lui demande ce que le monstre a à voir avec l'objet caché, mais le bandit lui crie dessus, disant qu'il est évident qu'un monstre aussi énorme doit garder l'emplacement de l'objet caché. Tsukasa analyse la situation et suppose que le bandit invente des choses, et même Jean lui dit que c'est une idée dangereuse de suivre les conseils d'une si mauvaise personne. Elle admet également que les emplacements des objets cachés varient et se trouvent parfois dans des endroits très simples pour tromper les chasseurs. Après l'avoir écouté, Tsukasa choisit de suivre ce que le bandit a dit pour tenter leur chance, et il espère aussi que c'est un objet qui les aidera à voir Shiori. Sur ce, il dit au bandit de les guider, en précisant qu'il ne retirera pas ses liens. Tout à coup, il entend une forte détonation derrière lui, et à cet instant, Tsumugi apparaît pour le couper ainsi que les lianes, mais il l'esquive à temps. Alors que Jean court aux côtés de Tsukasa, Tsumugi accuse Tsukasa d'être le chasseur illégal dont la rumeur disait qu'il se trouvait dans les parages. Tsukasa voit qu'elle a été mal informée, mais il remarque alors les chasseurs de l'association qui bloquent le chemin de Jean. Alors qu'il essaie de combattre les monstres, Tsukasa avertit Jean d'être prudente, l'informant qu'ils ont été victimes d'un malentendu. Sans perdre de temps, Tsumugi attaque Tsukasa, mais son bouclier de bois improvisé apparaît et l'empêche de se faire trancher la tête. Tsumugi lui met la pression, et après avoir confirmé que Jean et Mimi sont les alliés de Tsukasa, elle dit qu'il n'y a pas de plus grande preuve de sa méchanceté. Tandis que Tsukasa la repousse, il lui dit qu'elle se trompe de personne, pendant que le bandit qui a été libéré prend la fuite. Jean demande alors à Tsukasa si elle a la permission de tuer les chasseurs, et Tsumugi est surprise que Jean puisse parler. Tsukasa ordonne alors à Jean de ne pas tuer les chasseurs, mais de prendre Mimi et de s'échapper. Immédiatement, elle attrape le coffre au trésor monstrueux et s'enfuit à une vitesse immense que les forces de Tsumugi ne peuvent suivre. Juste après, Tsumugi brise le bouclier de Tsukasa, et il est repoussé. Elle ordonne alors à ses hommes de l'encercler et de moins s'inquiéter des monstres car il est le meneur. Elle l'interpelle et le félicite d'avoir laissé ses camarades s'échapper, mais lui dit qu'il est en infériorité numérique à 4 contre 1. À leur grande surprise, Tsukasa la corrige en invoquant la lame rare et en lui disant qu'il a laissé partir ses camarades pour pouvoir tester la puissance de la lame contre autant d'adversaires. Sur ce, il saisit la lame et dit qu'il est temps de se déchaîner avec. Les autres chasseurs de rang A croient que Tsukasa bluffe car il ne semble pas possible qu'il puisse les affronter avec une épée si courte, alors ils chargent sur lui, ignorant les ordres de Tsumugi, et Tsukasa utilise sa création de piège pour créer une panique de flipper, et il lance l'épée courte sur les objets. Comme un ricochet, elle percute les chasseurs, les déséquilibrant. Tsumugi voit les pièges de Tsukasa et note qu'ils n'est pas ordinaires. Pendant ce temps, tous les membres de son groupe touchés par l'épée courte de Tsukasa tombent au sol et se plaignent de picotements sur leur corps. Ils observent leurs blessures et réalisent qu'ils ont été empoisonnés. Tsukasa récupère l'épée et apprend que quiconque est coupé avec elle subit des altérations d'état.
Alors qu'il admire l'épée et croit que l'effet ne s'arrête pas là, Tsunji l'attaque et envoie son épée voler au loin. Son but est de l'empêcher de blesser davantage ses camarades, et elle croit que dévier l'épée lui garantira la victoire. L'épée n'étant plus dans les mains de Tsukasa, Tsukasa utilise sa capacité de création de pièges pour créer un fil, et il contrôle l'épée avec, l'utilisant pour frapper Tsunji par derrière. Elle pense immédiatement avoir été empoisonnée, mais en vérifiant son dos, elle réalise qu'elle a une engelure, ce qui signifie que c'était une attaque de glace. Tsukasa confirme immédiatement que l'épée courte avait changé de teinte plus tôt quand il l'a touchée, ce qui signifie qu'elle peut changer l'attribut de l'attaque à volonté. N'étant pas prête à abandonner, Tsunji annonce qu'elle va utiliser sa technique spéciale, alors elle ferme les yeux pour se concentrer avant de lancer une énergie tranchante sur Tsukasa. De multiples coups tranchants volent rapidement vers lui, et il a du mal à les parer avec l'épée courte. En conséquence, l'arme s'envole de ses mains, et Tsunji envoie un coup tranchant pour changer sa direction vers sa position. Elle réussit alors à s'en emparer et dit à Tsukasa de se rendre. Mais à sa surprise, l'épée se transforme en brindille et crée un nuage de brouillard, et à cet instant, Tsukasa fonce sur elle et la tranche maintenant qu'elle a baissé sa garde. Il lui explique alors que la vraie épée était entre ses mains depuis le début, et son conseil est de ne pas fermer les yeux quand elle veut utiliser une technique contre lui car elle lui a donné une chance de poser des pièges. Tsunji, toujours aussi inflexible, essaie de le combattre, insistant sur le fait que ce n'est pas fini, mais elle tombe à genoux et réalise qu'elle ne peut plus bouger. Il lui dit alors qu'elle a été frappée par un effet de paralysie. Il leur conseille alors, à elle et à ses camarades, de prendre une potion de récupération légère pour guérir de leurs blessures. Surprise, Tsunji lui demande pourquoi il leur fait preuve de pitié en refusant de les achever, mais il lui dit qu'il n'a aucune intention de les voler ni de les achever, mais qu'il devait mettre fin à cette bataille insensée. Il s'approche d'elle et lui dit qu'il n'est pas un chasseur illégal, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle le croit. Elle s'excuse alors pour le malentendu, et il classe l'affaire. Soudain, le sol tremble, et il voit un énorme monstre rocheux foncer dans leur direction. Quand Tsukasa le voit, il se demande si c'est le même monstre dont le bandit avait parlé plus tôt. Tsunji lui dit alors que le monstre est un boss de zone et que c'est le monstre qu'elle et son équipe recherchaient. Elle lui montre son capteur, qui le confirme, le qualifiant de boss de zone illégal. Du coin de l'œil, il aperçoit le chasseur illégal qui s'enfuit. Malheureusement, le monstre repère aussi l'homme, alors il frappe le sol, provoquant une grande faille et faisant trébucher et tomber le chasseur illégal. Tsukasa utilise immédiatement son portail de téléportation pour l'atteindre, et il exige une explication. Après avoir été menacé, le vieil homme inutile avoue que ce qu'il avait dit plus tôt sur le monstre était vrai. Mais cette fois-ci, il était allé le réveiller, voulant qu'il se déchaîne et poursuive Tsukasa et ses coéquipiers, mais il a mal calculé car il ne l'avait pas poursuivi. Donc à la fin, c'est lui qui a été poursuivi par la créature. Tsukasa se met en colère contre l'homme en l'accusant de savoir que le monstre était un boss de zone. Mais avant qu'il puisse continuer son interrogatoire, il remarque que le monstre de roche est sur le point de les écraser, alors Tsukasa s'écarte d'un bond pour éviter le coup. Pendant ce temps, Tsunji essaie de battre en retraite avec ses hommes, mais le monstre les repère et tente de les attaquer. Heureusement, Tsukasa utilise son sort de création de piège pour frapper la tête du monstre avec un seau, le distrayant et l'énervant. Le monstre le voit la pâter, et Tsunji est choqué par son comportement. Tsukasa s'enfuit alors dans la forêt, et le monstre le poursuit. Les choses se déroulant selon son plan, il est heureux que les chasseurs blessés puissent récupérer rapidement pendant qu'il attire le monstre au loin. Pendant qu'il court chercher un bon endroit pour le combattre ailleurs, Jean et Mimi se détendent au bord de la rivière. Alors que Jean écoute et dit à Mimi qu'elle a entendu des bruits forts comme des rochers qui s'effondrent plus tôt, le monstre apparaît juste devant elle, et elle voit Tsukasa s'y agripper. Dès que Tsukasa aperçoit les membres de son groupe, il leur ordonne de se préparer au combat et de se joindre à lui pour abattre le boss de zone car c'est inévitable, la créature l'ayant choisi comme cible. Alors que Tsukasa se demande comment gérer le corps durci, de multiples coups tranchants volants frappent le boss de zone, et Tsunji et les autres chasseurs apparaissent. Elle appelle Tsukasa par son nom et demande qu'ils combattent le monstre ensemble. Tsukasa est surpris de les voir, mais Tsunji lui dit que c'est grâce à lui qu'ils l'ont pu récupérer et sont en pleine forme pour combattre. Réalisant qu'elle connaît son nom, Tsukasa demande comment, et elle lui montre son profil dans la base de données des chasseurs, disant qu'il est l'homme qui a vaincu des boss de zone en solo. Elle s'excuse de ne pas avoir compris plus tôt et se présente à lui, puis ses coéquipiers l'informent que le boss de zone n'a pas été affecté par ses attaques tranchantes. Lorsqu'elle l'apprend, elle demande à Tsukasa s'il a un plan pour l'abattre car il est capable de concevoir une stratégie bien plus efficace que tout ce qu'il pourrait imaginer. Sur ce, elle lui demande de leur prêter sa sagesse, et ils sont prêts à risquer leur vie dans ce combat. Surpris qu'ils soient prêts à aller aussi loin alors qu'ils savent si peu de choses sur lui, Tsukasa se demande si Tsunji est imprudente ou si elle a un très bon cœur. Il n'y pense pas trop, car ils ont enfin les effectifs nécessaires pour abattre le monstre, et une idée lui vient alors à l'esprit. Mais avant cela, il leur demande s'ils sont prêts à se battre en suivant exactement ses ordres. Et une fois que Tsunji le lui assure, les autres chasseurs n'ont d'autre choix que de suivre leur chef, alors ils resserrent leur prise sur leurs armes et se préparent à poser le piège qui vaincra le monstre.